Le matin du 2 septembre 1945, la prédiction se réalisa. L'amiral Isoroku Yamamoto était mort depuis plus de 2 ans, abattu au-dessus des îles Salomon par des chasseurs américains qui avaient intercepté ses plans de vol. Mais alors que les officiels japonais se tenaient à bord du cuirassé USS Missouri dans la baie de Tokyo, regardant le général Douglas MacArthur accepter la reddition de leur nation, ils assistèrent à quelque chose dont Yamamoto les avait avertis depuis 1940. Ils furent témoins de la puissance de feu américaine. Entourant le Missouri, ce matin-là, se trouvait l'une des concentrations de puissance navale les plus formidables jamais rassemblées. Plus de 300 navires remplissaient la baie de Tokyo. Des porte-avions s'étendaient jusqu'à l'horizon. Des cuirassés, des croiseurs, des destroyers et des sous-marins formaient un anneau d'acier autour de l'Empire vaincu. Au-dessus d'eux, près de 900 avions américains obscurcirent le ciel en formation après formation, un rappel tonitruant de la machine industrielle qui avait écrasé le Japon impérial. Ce que ces officiels japonais virent ce matin-là n'était pas seulement une défaite militaire, c'était la preuve visible de tout ce que leur propre commandant leur avait annoncé avant que la guerre ne commence. Et alors que les documents de reddition étaient signés, les amiraux et généraux qui avaient entraîné le Japon dans cette catastrophe furent laissés pour contempler une vérité qu'on leur avait dite, mais qu'ils avaient refusé de croire. La puissance de feu américaine n'avait jamais été un secret. Le secret était que les dirigeants du Japon la connaissaient depuis le début et avaient quand même choisi d'attaquer. Voici l'histoire de ce que les généraux et amiraux japonais dirent sur la puissance de feu américaine, avant et après qu'il ne soit trop tard. L'avertissement commença avec un homme qui connaissait l'Amérique mieux que presque tout autre officier de la marine impériale japonaise. L'amiral Isoroku Yamamoto avait passé des années aux États-Unis. De 1919 à 1921, il étudia à l'université Harvard à Cambridge, dans le Massachusetts. Il loua une chambre dans la région de Boston et s'immergea dans la société américaine. Il arpenta les rues bordées d'arbres de Nouvelle-Angleterre et observa comment les Américains ordinaires vivaient leur quotidien. Yamamoto avait 35 ans quand il arriva à Harvard. Il avait déjà perdu 2 doigts de la main gauche lors de la bataille de Tsushima contre la flotte russe en 1905. Il portait les cicatrices du combat naval sur son corps, mais rien dans son expérience antérieure ne l'avait préparé à ce qu'il allait rencontrer aux États-Unis. Il apprit à jouer au poker et au bridge, des jeux qui devinrent des passions de toute une vie. Il découvrit que ces jeux de cartes lui enseignaient d'importantes leçons sur la psychologie américaine. Les Américains étaient des preneurs de risques agressifs qui calculaient les probabilités et jouaient pour gagner. Ils n'acceptaient pas la défaite avec grâce. Ils étudiaient leurs adversaires et exploitaient leurs faiblesses. Ce n'étaient pas là les caractéristiques d'un peuple mou et décadent. Il étudia l'économie et se concentra sur la compréhension de l'industrie pétrolière, reconnaissant que le pétrole serait la ressource essentielle de la guerre moderne. Les navires fonctionnaient au pétrole. Les avions fonctionnaient au pétrole. Les chars fonctionnaient au pétrole. Une marine sans carburant n'était pas une marine du tout. Et l'Amérique avait plus de pétrole que Yamamoto n'aurait pu l'imaginer. Le jeune officier japonais arriva en Amérique s'attendant à apprendre sur ses capacités militaires. Ce qu'il découvrit alla bien au-delà des canons et des navires. Yamamoto rencontra une société d'abondance qui semblait presque impossible à un homme élevé dans un Japon pauvre en ressources. Là où le Japon luttait avec des pénuries de pratiquement tout, l'Amérique avait des surplus de pratiquement tout. 3 observations le choquèrent particulièrement pendant son séjour en Amérique. Premièrement, les femmes fréquentaient les universités sur un pied d'égalité avec les hommes. C'était pratiquement impensable au Japon à l'époque, et cela suggérait une société prête à mobiliser toute sa population pour des objectifs nationaux. Deuxièmement, les denrées de base comme le sucre étaient abondantes sans aucun rationnement. Le Japon luttait constamment contre les pénuries. Pourtant, l'Amérique traitait les luxes comme des nécessités quotidiennes. Troisièmement, et surtout, les usines, les aciéries et les champs pétrolifères démontraient une capacité de production inégalée qui éclipsait tout ce qui existait en Asie. Yamamoto voyagea beaucoup à travers les États-Unis pendant sa tournée.
Il visita des usines automobiles à Détroit où il regarda Ford et General Motors produire des véhicules sur des chaînes de montage à des rythmes qui semblaient impossibles. Une seule usine Ford pouvait produire plus de voitures en un mois que toute l'industrie automobile japonaise n'en produisait en un an. L'efficacité de la fabrication américaine ne ressemblait à rien de ce que Yamamoto avait vu en Asie ou en Europe. Il observa les champs pétrolifères du Texas, où les puits américains pompaient plus de pétrole en un seul mois que le Japon n'en possédait dans toute sa réserve stratégique. Les vastes derricks s'étendaient sur le paysage dans toutes les directions. Des parcs de stockage contenaient des millions de barils de pétrole brut. Les raffineries traitaient du carburant 24 heures sur 24. Le Japon, en revanche, n'avait presque pas de production pétrolière nationale. Chaque goutte de carburant pour les navires et avions japonais devait être importée, principalement des Indes orientales néerlandaises, sur des milliers de kilomètres de voies maritimes vulnérables. Il vit les aciéries de Pennsylvanie, où les hauts fourneaux produisaient plus de métal en un an que toute l'industrie japonaise combinée. Des rivières d'acier en fusion s'écoulaient des fours qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Pittsburgh, à elle seule, fabriquait plus d'acier que tout l'empire japonais, et l'acier était le fondement de la guerre moderne. Sans acier, il ne pouvait y avoir de navires, de chars, d'artillerie, ni d'avions. Ce qu'il vit changea fondamentalement sa compréhension de ce à quoi le Japon serait confronté s'il entrait un jour en guerre avec les États-Unis. Après son retour au Japon, Yamamoto gravit les échelons de la marine impériale. Il devint un défenseur de l'aviation navale à une époque où la plupart des amiraux croyaient encore que les cuirassés étaient l'expression ultime de la puissance maritime. Il contribua à construire la flotte de porte-avions du Japon en la force de frappe la plus puissante du Pacifique. Il servit comme attaché naval à Washington de 1926 à 1928, approfondissant sa compréhension de la société et de la puissance militaire américaine. Pendant sa deuxième tournée américaine, Yamamoto étudia le pays encore plus attentivement. Il se rendit dans des installations militaires américaines. Il observa des exercices navals. Il lut des journaux et magazines américains. Il joua au poker avec des officiers et hommes d'affaires américains, apprenant à comprendre leur psychologie et leur nature compétitive. Il devint fluent en anglais. Il développa une appréciation de la culture américaine qui le fit simultanément respecter et craindre les États-Unis. Et tout au long de sa carrière, il avertit à plusieurs reprises son gouvernement du danger de sous-estimer la puissance industrielle américaine. En 1940, alors que les militaristes à Tokyo poussaient à la guerre contre les puissances occidentales, on demanda à Yamamoto ce qui se passerait si le Japon attaquait les États-Unis. Sa réponse devint l'une des déclarations les plus prophétiques de toute la guerre. Il dit au Premier ministre Fumimaro Konoe que s'il recevait l'ordre de se battre, il se déchaînerait pendant les 6 premiers mois, voire la première année de guerre contre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il remporterait victoire sur victoire, mais ensuite, si la guerre continuait après cela, il n'avait aucune attente de succès. Yamamoto comprenait quelque chose que ses collègues ne voulaient pas entendre. Il avait vu les usines. Il avait été témoin de la richesse en matières premières. Il savait que le Japon manquait de puissance nationale pour un conflit prolongé avec l'Amérique. Comme il le disait crûment à quiconque voulait l'écouter, quiconque a vu les usines automobiles de Détroit et les champs pétrolifères du Texas sait que le Japon n'a pas la puissance nationale pour une course navale avec l'Amérique. Cette citation a été vérifiée par de multiples sources historiques. Yamamoto prononça ces mots à des collègues avant que la guerre ne commence. Il ne prédisait pas la défaite pour démoraliser sa nation. Il essayait d'empêcher une erreur catastrophique. Mais Yamamoto ne s'arrêta pas aux avertissements économiques. Il comprenait la dimension psychologique de tout conflit avec l'Amérique. En discutant de ce qui serait nécessaire pour que le Japon batte réellement les États-Unis, il fit une déclaration qui révélait le caractère désespéré de l'entreprise. Si des hostilités éclataient entre le Japon et les États-Unis, dit-il, il ne suffirait pas que nous prenions Guam et les Philippines, ni même Hawaï et San Francisco. Nous devrions marcher sur Washington et signer le traité à la Maison-Blanche. Ce n'était pas une fanfaronnade. Yamamoto faisait le point inverse. Il disait à ses collègues que rien de moins que la conquête complète de l'Amérique ne suffirait à la victoire.
Et une telle conquête était évidemment impossible. Même dans ses imaginations stratégiques les plus audacieuses, le Japon ne pouvait projeter sa puissance à travers le Pacifique jusqu'au continent américain, l'occuper contre une résistance armée et dicter des conditions dans la capitale américaine. Les propagandistes japonais prirent plus tard cette citation hors de son contexte, la présentant comme une prédiction confiante de victoire. Les propagandistes américains firent de même, l'utilisant pour dépeindre Yamamoto comme un fanatique dangereux. Mais le sens de Yamamoto était exactement l'inverse. Il conseillait contre la guerre en démontrant l'impossibilité. Malgré ses avertissements, Yamamoto était un officier loyal. Lorsque la décision de la guerre fut prise contre son avis, il consacra son intellect considérable à donner au Japon ses meilleures chances de succès. Il conçut l'attaque de Pearl Harbor spécifiquement pour mettre hors de combat la flotte du Pacifique américaine et gagner du temps au Japon pour établir un périmètre défensif. Si le Japon ne pouvait gagner une longue guerre, peut-être pourrait-il en gagner une courte. Le 7 décembre 1941, des avions japonais décollèrent de 6 porte-avions et attaquèrent la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. La force de frappe obtint une surprise tactique complète. 2 vagues d'avions, plus de 350 appareils au total, descendirent sur le port à partir de 7h55 du matin, heure locale. Les marins américains étaient au petit déjeuner. Les soldats dormaient dans leurs casernes. La paix du dimanche matin fut brisée par les avions en piqué et les bombes explosant. 18 navires américains furent coulés ou endommagés, dont 8 cuirassés. L'USS Arizona explosa de façon catastrophique lorsqu'une bombe pénétra dans sa sainte barbe avant, tuant plus de 1100 marins en quelques secondes. L'USS Oklahoma chavira après plusieurs coups de torpille, piégeant des centaines d'hommes sous les ponts. L'USS West Virginia s'immobilisa au fond du port en flammes. 188 avions américains furent détruits au sol. Beaucoup étaient alignés aile contre aile pour se protéger du sabotage, offrant des cibles parfaites pour les mitraillages japonais. Plus de 2400 Américains moururent ce matin-là, et plus de 1100 autres furent blessés. Les pilotes japonais retournèrent à leur porte-avions, célébrant ce qui semblait être une victoire éclatante. L'amiral Chuichi Nagumo, commandant de la force de frappe, reçut les félicitations de ses officiers. Le commandant Mitsuo Fuchida, qui avait mené la première vague et envoyé le fameux message « Tora, Tora, Tora », confirmant la surprise, tourna au-dessus du port, observant la destruction en dessous. Nagumo décida de se retirer. Il avait atteint ses objectifs de mission. Ses avions avaient subi des pertes. Les défenses américaines étaient désormais en alerte totale. La démarche prudente était de rentrer. Ce fut une décision qui serait débattue par les historiens pendant des décennies. Les réservoirs de carburant américains à Pearl Harbor étaient restés intacts. Les installations de réparation qui allaient bientôt remettre en service nombre de ces cuirassés coulés n'avaient pas été touchées. La base sous-marine n'était pas endommagée. Mais Yamamoto ne célébrait pas. Quand la nouvelle de l'attaque réussie lui parvint à bord de son navire amiral, le cuirassé Nagato, Yamamoto fut sombre. Il reconnut ce que les autres ne voyaient pas. Les porte-avions américains n'étaient pas au port. Enterprise, Lexington et Saratoga avaient tous échappé à la destruction. L'attaque avait coulé de vieux cuirassés, mais manquait les navires qui décideraient réellement de la guerre du Pacifique. Et surtout, l'attaque avait uni une nation américaine divisée dans une fureur. Yamamoto comprenait la psychologie américaine. Il savait qu'une attaque sournoise enragerait le public américain d'une manière que les militaristes de Tokyo ne pouvaient comprendre. Avant le 7 décembre, les Américains étaient profondément divisés sur l'entrée en guerre. Après le 7 décembre, ils étaient unis d'une manière que les dirigeants japonais avaient jugé impossible. Les 6 mois commencèrent. Dans les semaines suivant Pearl Harbor, les forces japonaises balayèrent le Pacifique et l'Asie du Sud-Est avec une rapidité qui choqua le monde. Ils capturèrent Wake Island le 23 décembre. Hong Kong tomba le jour de Noël. Manille fut déclarée ville ouverte le 26 décembre, alors que les forces japonaises avançaient aux Philippines.
Singapour, soi-disant la forteresse la plus puissante de l'Empire britannique, se rendit le 15 février 1942 avec plus de 80 000 soldats britanniques et du Commonwealth faits prisonniers. Les Indes orientales néerlandaises tombèrent en mars. La Birmanie fut conquise en mai. Les soldats japonais se tenaient triomphants depuis les îles Aléoutiennes au nord jusqu'aux îles Salomon au sud, de la Birmanie à l'ouest aux îles Marshall à l'est. Ce fut l'expansion la plus vaste et la plus rapide de l'histoire militaire. Le drapeau du soleil levant flottait sur des territoires contenant 400 millions de personnes et les ressources, notamment le pétrole, que le Japon était allé chercher par la guerre. Les journaux japonais célébrèrent. Les chefs militaires se prélassèrent dans la gloire. La destinée divine de l'empire japonais semblait assurée. Mais Yamamoto comptait les jours. Il savait que ces 6 mois s'écoulaient et il savait que quelque part de l'autre côté du Pacifique, les usines américaines commençaient déjà à tourner. Le tournant arriva exactement 6 mois après Pearl Harbor, comme Yamamoto l'avait prédit. Le 4 juin 1942, les forces de porte-avions japonaises et américaines s'affrontèrent près de l'atoll de Midway, dans le Pacifique central. Yamamoto avait planifié cette bataille comme l'engagement décisif qui détruirait ce qui restait de la puissance aéronavale américaine. Il amena 4 porte-avions de flotte, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu. Il amena 2 porte-avions légers, 11 cuirassés et plus de 250 avions. C'était la force navale la plus puissante que le Japon ait jamais assemblée pour une seule opération. Le plan était complexe, peut-être trop complexe. Yamamoto divisa ses forces en plusieurs groupes dispersés sur des centaines de kilomètres d'océan. Il commandait personnellement depuis le cuirassé Yamato, le plus grand navire de guerre du monde, mais se positionna loin derrière la force de frappe des porte-avions. Les communications entre les forces dispersées s'avéreraient difficiles. Les Américains avaient 3 porte-avions, Enterprise, Hornet et Yorktown. Yorktown avait été si gravement endommagé à la bataille de la mer de Corail 1 mois plus tôt que les renseignements japonais croyaient qu'il serait hors service pendant des mois. Son pont d'envol avait été troué par des bombes. Sa structure interne était endommagée. Dans des circonstances normales, les réparations auraient pris 90 jours dans un chantier naval. Mais les équipes de réparation américaines à Pearl Harbor démontrèrent exactement la capacité industrielle dont Yamamoto avait averti. Travaillant 24 heures sur 24 en 3 équipes, ils réparèrent le pont d'envol du Yorktown, restaurèrent ses systèmes essentiels et le renvoyèrent en mer après seulement 72 heures en cale sèche. C'était un exploit d'ingénierie et de détermination impossible, et il s'avérerait décisif. Les décrypteurs américains avaient intercepté les communications japonaises et savaient que l'attaque arrivait. La station Hippo à Hawaï, dirigée par le commandant Joseph Rochefort, avait cassé suffisamment du code naval japonais pour déterminer que la cible était Midway. L'amiral Chester Nimitz positionna ses porte-avions au nord-est de l'atoll et attendit que les Japonais arrivent. La bataille commença à l'aube le 4 juin, lorsque les avions japonais décollèrent pour frapper l'île de Midway elle-même. Le vice-amiral Nagumo, commandant la force de frappe des porte-avions, envoya plus de 100 avions pour neutraliser les défenses de l'île. La frappe réussit à détruire de nombreux avions américains sur Midway, mais les canons anti-aériens de l'île restèrent opérationnels, et les avions américains survivants attaquèrent la flotte japonaise. Ces attaques américaines initiales furent désastreuses. Les bombardiers torpilleurs de Midway, lents et vulnérables sans escorte de chasseurs, furent massacrés par les héros japonais. Des 41 avions torpilleurs américains qui attaquèrent les porte-avions japonais ce matin-là, seulement 6 survécurent. Pas une seule torpille n'atteignit sa cible. Mais pendant que les chasseurs japonais étaient à basse altitude, pourchassant les bombardiers torpilleurs, les bombardiers en piqué américains de l'Enterprise et du Yorktown trouvèrent les porte-avions japonais à leur moment le plus vulnérable. Les ponts d'envol japonais étaient encombrés d'avions en cours de ravitaillement et de réarmement. De l'essence d'aviation était pompée depuis des tuyaux jonchant le pont. Des bombes et des torpilles étaient empilées près des avions, attendant d'être chargées.
Les porte-avions étaient des dépôts de munitions flottants. Le lieutenant-commandant Wade McCluskey mena les bombardiers en piqué de l'Enterprise. Ils avaient cherché la flotte japonaise et manquaient de carburant. McCluskey repéra un destroyer japonais se dirigeant vers le nord-est et le suivit. Le destroyer retournait à la flotte principale après avoir attaqué un sous-marin américain. Le pari de McCluskey paya. En 5 minutes, 3 porte-avions japonais furent réduits à des épaves en flammes. Akagi, le navire amiral de la force de frappe, reçut une bombe qui enflamma l'essence et les avions armés. Kaga reçut 4 bombes qui transformèrent son hangar en un enfer. Soryu reçut 3 bombes qui déclenchèrent une réaction en chaîne d'explosion. Les 3 porte-avions furent abandonnés et couleraient en quelques heures. Un 4e porte-avions, Hiryu, s'était séparé des autres et échappa à l'attaque initiale. Ces avions lancèrent une contre-attaque qui trouva le Yorktown et le frappa avec des bombes et des torpilles. Le porte-avions américain fut mortellement endommagé et finit par couler après avoir été touché par un sous-marin japonais 2 jours plus tard. Mais Hiryu elle-même fut prise plus tard dans l'après-midi. Des bombardiers en piqué américains la trouvèrent et marquèrent 4 coups directs. Elle brûla toute la nuit et fut sabordée le lendemain matin. En une seule journée, le Japon perdit 4 porte-avions de flotte, un croiseur lourd, 248 avions et plus de 3000 marins et aviateurs, dont nombre de ses pilotes les plus expérimentés. Les pertes américaines furent d'un porte-avions, d'un destroyer, 150 avions et 307 hommes. Le Japon avait subi sa première défaite décisive de porte-avions et sa perte navale la plus catastrophique depuis l'essor de la marine impériale. Plus important, l'expansion était terminée. À partir de ce moment, le Japon mènerait une guerre défensive qu'il ne pouvait pas gagner. Yamamoto reçut la nouvelle à bord de son navire amiral. Selon des officiers qui furent témoins de sa réaction, il ne fut pas surpris. Il avait prédit 6 mois de victoire. Midway arriva 6 mois après Pearl Harbor. Sa prophétie s'était accomplie au jour près. La phase suivante de la guerre révéla exactement ce dont Yamamoto avait averti. Alors que le Japon luttait pour remplacer ses porte-avions et pilotes perdus, l'industrie américaine commençait tout juste à atteindre son rythme de croisière. Avant la guerre, le Japon avait 6 grands porte-avions de flotte. Après Midway, il en avait 2. Les chantiers navals japonais commencèrent la construction de nouveaux porte-avions, mais leur base industrielle était fondamentalement limitée. Les matières premières étaient rares et devenaient de plus en plus rares à mesure que les sous-marins américains coulaient les navires marchands transportant des fournitures depuis les territoires conquis. Les ouvriers qualifiés étaient peu nombreux, car le Japon manquait du grand réservoir de main-d'œuvre industrielle formée que possédait l'Amérique. Chaque nouveau porte-avions prenait des années à terminer. Les États-Unis avaient 7 porte-avions de flotte quand la guerre commença. En 1943, les chantiers navals américains lançaient un nouveau porte-avions chaque mois. En 1944, la flotte du Pacifique avait plus de 20 porte-avions de flotte et légers, avec des dizaines d'autres en construction. La production industrielle américaine ne faisait pas que croître, elle accélérait. Les porte-avions de classe Essex illustraient la puissance industrielle américaine. Ces navires déplaçaient plus de 27 000 tonnes à pleine charge et transportaient environ 90 avions chacun. Ils étaient les navires de guerre les plus puissants jamais construits, supérieurs à tous égards aux porte-avions japonais. Ils étaient plus rapides, mieux blindés, transportaient plus d'avions et incorporaient les leçons de conception tirées des premières batailles de la guerre. Avant la guerre, un tel navire aurait pris 3 à 4 ans à construire. Les chantiers navals américains, opérant 24 heures sur 24 avec 3 équipes et utilisant des techniques de construction innovantes comme la préfabrication de sections, réduisirent le temps de construction à seulement 14 mois. Le chantier naval de Newport News lança des porte-avions de classe Essex en succession rapide, tout comme le Brooklyn Navy Yard et le chantier Fort River à Quincy, dans le Massachusetts. 24 porte-avions de classe Essex furent construits pendant la guerre et 14 combattirent dans le Pacifique. Le rythme de construction des destroyers américains était tout aussi étonnant. À un moment, en 1943, les chantiers navals américains lançaient un nouveau destroyer tous les 4 jours. Des responsables de la marine plaisantèrent en disant qu'ils devaient demander au Congrès d'arrêter de commander des destroyers parce que la flotte en avait plus qu'elle ne pouvait en armer.
Ce n'était pas tout à fait vrai, mais cela reflétait la nature écrasante de la production américaine. Les Liberty Ships, les navires de charge qui transportaient des fournitures à travers le Pacifique, étaient construits encore plus vite. Le temps de construction moyen passa de 244 jours au début de la guerre à 42 jours en 1943. Un Liberty Ship, le SS Robert E. Peary, fut construit en 4 jours, 15 heures et 29 minutes pour démontrer ce que l'industrie américaine pouvait accomplir. Plus de 2700 Liberty Ships furent construits pendant la guerre. Les pilotes japonais qui avaient dominé le ciel de Pearl Harbor et des Philippines se retrouvèrent face à des vagues sans fin de nouveaux avions américains. Le Mitsubishi A6M0, le chasseur qui avait terrorisé les aviateurs alliés en 1941 et 1942, était conçu pour être léger et manœuvrable. Il pouvait dépasser en montée et en virage presque tout adversaire. Les pilotes japonais l'adoraient, mais le Zéro obtenait son agilité en sacrifiant le blindage et les réservoirs auto-obturants. Quelques impacts de mitrailleuses américaines envoyaient un Zéro en flammes. Les pilotes qui survivaient apprenaient à respecter cette vulnérabilité. Ceux qui n'apprenaient pas ne survivaient pas. Les concepteurs américains adoptèrent une approche différente. Le Grumman F6F Hellcat était plus lourd que le Zéro, plus lent à monter et moins manœuvrable dans un combat tournoyant, mais il était plus rapide en vol horizontal et en piqué. Il portait un armement plus lourd, 6 mitrailleuses de calibre .50 au lieu du canon de 20 mm et des 2 mitrailleuses légères du Zéro. Surtout, il protégeait son pilote avec des plaques de blindage et entourait les réservoirs de carburant de caoutchouc auto-obturants qui pouvaient absorber les dommages du combat. Les tactiques américaines mettaient l'accent sur ces forces. On enseignait aux pilotes de Hellcat de ne jamais engager un combat tournoyant avec les Zéros à basse vitesse. Au lieu de cela, ils utilisaient leur vitesse et performance en piqué supérieur pour mener des attaques foudroyantes, frapper fort et rompre le combat avant que les pilotes japonais ne puissent répondre. Ces tactiques furent d'une efficacité dévastatrice. Le Vought F4U Corsair était encore plus redoutable. Conçu à l'origine pour les opérations sur porte-avions, il s'avéra d'abord difficile à poser sur les ponts d'envol, mais les escadrons du corps des Marines, basés sur des aérodromes insulaires, l'adoptèrent avec enthousiasme. Le Corsair était le chasseur le plus rapide du Pacifique, capable de dépasser les 650 km par heure. Les pilotes japonais apprirent à craindre sa silhouette distinctive en aile de mouette inversée. Le Lockheed P-38 Lightning, avec ses 2 moteurs et ses 2 poutres de queue, offrait aux pilotes américains un rayon d'action étendu et une puissance de feu dévastatrice concentrée dans le nez. Ce furent des P-38 qui finiraient par abattre l'amiral Yamamoto lui-même. Mais ce n'était pas seulement la qualité qui submergea le Japon, c'était la quantité, sur une échelle qui défiait la compréhension. Les États-Unis produisirent plus de 300 000 avions militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon en produisit approximativement 70 000. Les usines américaines sortaient 5 avions de combat pour chaque avion que le Japon construisait. Et les programmes d'entraînement américains diplômaient des pilotes à un rythme que le Japon ne pouvait jamais égaler. Quand les pilotes japonais étaient tués, ils étaient remplacés par des recrues hâtivement formées avec des heures de vol insuffisantes. Quand les pilotes américains étaient tués, ils étaient remplacés par des pilotes qui avaient reçu des centaines d'heures d'entraînement dans des programmes sur le territoire national, opérant sans crainte d'attaque ennemie. La disparité s'étendait à chaque catégorie d'équipement militaire. Les chantiers navals américains produisirent plus de 150 porte-avions de tout type pendant la guerre. Le Japon en produisit 18. Les usines américaines produisirent 88 000 chars. Le Japon en produisit moins de 5 000. Les arsenaux américains sortirent 41 milliards de cartouches de munitions pour armes légères. La production japonaise n'en était qu'une fraction. L'empereur Hirohito lui-même commença à remarquer la disparité. Fin décembre 1942, alors que la bataille de Guadalcanal faisait rage, Hirohito interrogea ses chefs militaires sur pourquoi les forces américaines semblaient si bien équipées que les siennes. Ces généraux et amiraux expliquèrent les défis des lignes d'approvisionnement et de la logistique, mais un échange révéla le problème fondamental.
Hirohito demanda à propos des rapports selon lesquels les Américains terminaient la construction de pistes d'atterrissage en quelques jours, alors que les ingénieurs japonais en nécessitaient plus d'un mois. Ces officiers expliquèrent que les Américains utilisaient des machines pour accomplir des tâches que les forces japonaises faisaient à la main. L'équipement de construction américain pouvait défricher la jungle et niveler le sol à des vitesses qui semblaient impossibles. L'empereur, selon les rapports, resta silencieux. Il comprit ce que cela signifiait. Le Japon menait une guerre de main-d'œuvre contre une nation de machines. La bataille de Guadalcanal devint une guerre d'usure que le Japon ne pouvait gagner. Les forces américaines avaient débarqué le 7 août 1942, juste 2 mois après Midway. Elles capturèrent un aérodrome japonais inachevé que des équipes de construction avaient presque terminé sur la côte nord de l'île. Les ingénieurs américains terminèrent l'aérodrome en un temps record, posèrent des tôles d'acier perforées sur la piste en terre et le rebaptisèrent Henderson Field en l'honneur du major Lofton Henderson, un aviateur des Marines tué à Midway en menant une attaque de bombardiers en piqué contre les porte-avions japonais. Henderson Field devint le pivot autour duquel toute la bataille tournait. Celui qui contrôlait l'aérodrome contrôlait le ciel au-dessus de Guadalcanal. Les avions de Henderson Field pouvaient attaquer les navires japonais tentant de renforcer l'île. Les commandants japonais réalisèrent qu'ils devaient détruire l'aérodrome ou abandonner leur position dans les îles Salomon. Pendant 6 mois, ils essayèrent tout. Les navires de guerre s'affrontèrent dans les eaux autour de Guadalcanal lors d'une série de batailles nocturnes désespérées qui devinrent certains des combats navals les plus vicieux de la guerre. Les commandants japonais étaient habiles au combat de nuit. Utilisant leur entraînement supérieur en tactique de torpille et leur mortelle torpille longue lance, les navires américains s'en tiraient souvent moins bien lors de ces affrontements nocturnes. Les deux camps perdirent de nombreux vaisseaux dans ce qui fut connu sous le nom d'Iron Bottom Sound, le détroit au fond de fer, pour le nombre de navires qui y coulèrent. La bataille navale de l'île de Savo, les 8 et 9 août, fut une catastrophe pour les Alliés. Une force de croiseurs japonais surprit les navires d'écran gardant les plages de débarquement et coula 4 croiseurs lourds en moins d'1 heure. Les navires américains Quincy, Vincennes et Astoria et le navire australien Canberra. Plus de 1000 marins alliés moururent. Ce fut la pire défaite de l'histoire navale américaine dans un engagement de surface, surpassé seulement par Pearl Harbor elle-même. Mais il y avait une différence cruciale entre les pertes japonaises et américaines. Chaque navire américain coulé pouvait être remplacé. Chaque navire japonais coulé était perdu à jamais. Les chantiers navals américains construisaient déjà des croiseurs de remplacement plus vite qu'ils ne pouvaient être coulés. Les chantiers navals japonais ne pouvaient pas suivre le rythme. Le Tokyo Express, comme les Américains appelaient les courses nocturnes de destroyers japonais amenant des renforts et des fournitures à Guadalcanal, démontra à la fois la détermination japonaise et la domination croissante américaine. Les destroyers japonais fonçaient dans le slot, le chenal entre les îles Salomon, la nuit, débarquaient des troupes et des fournitures et repartaient avant l'aube, moment où les avions américains de Henderson Field attaqueraient. C'était une ligne d'approvisionnement dangereuse et désespérée qui livrait des hommes, mais rarement de l'équipement lourd ou de la nourriture suffisante. Les soldats japonais sur Guadalcanal souffrirent terriblement. Coupés d'un approvisionnement adéquat, ils commencèrent à mourir de faim en quelques semaines après le débarquement américain. Leur ration quotidienne de riz fut réduite à plusieurs reprises. Ils mangèrent de l'herbe, des racines, des insectes et finalement, entre eux, les maladies tropicales tuèrent des milliers d'hommes. Le paludisme, la dysenterie et le beriberi balayèrent les unités qui manquaient de médicaments, d'eau propre et d'une nutrition correcte. Des officiers rapportèrent que leurs hommes étaient trop faibles pour porter leurs fusils, sans parler d'attaquer les positions américaines défendues par des troupes bien nourries avec des munitions abondantes. Les attaques japonaises sur Henderson Field furent courageuses mais futiles. Les soldats chargeaient dans les tirs de mitrailleuses américaines, se jetaient sur les barbelés et mouraient en tas devant les positions des Marines. Le détachement Ichiki fut annihilé en août. La brigade Kawaguchi fut brisée en septembre lors de la bataille de Bloody Ridge.
Chaque attaque était censée être l'assaut décisif qui détruirait la position américaine. Chaque attaque échoua face à une puissance de feu qui semblait inépuisable. En février 1943, le Japon évacua ses forces survivantes de Guadalcanal. Sur les 36 000 soldats japonais engagés dans la campagne, plus de 20 000 étaient morts, et la plupart de ces décès étaient dus à la maladie et à la famine, plutôt qu'au combat. Beaucoup des survivants étaient trop faibles pour marcher et durent être portés jusqu'aux navires d'évacuation. Les pertes américaines furent d'environ 1600 tués au combat, avec des milliers d'autres blessés ou terrassés par des maladies tropicales. Le schéma établi à Guadalcanal se répéterait à travers le Pacifique pendant les 2 ans et demi suivants. Le Japon défendrait une île avec détermination et courage. Les forces américaines assailleraient avec une puissance de feu et un matériel écrasant. Les défenseurs japonais infligeraient des pertes, mais seraient finalement anéantis. Et puis les Américains avanceraient vers l'île suivante, apportant plus de navires, plus d'avions, plus d'hommes et plus d'équipements qu'auparavant. La marine japonaise tenta de renverser la marée à la bataille de la mer des Philippines en juin 1944. Cela devait être la bataille décisive dont les stratèges japonais rêvaient depuis le début de la guerre. Les Japonais rassemblèrent 9 porte-avions avec plus de 500 avions. Le vice-amiral Jisaburo Ozawa croyait que ses pilotes pourraient vaincre les Américains s'ils avaient la chance de frapper les premiers. Ces porte-avions lanceraient depuis au-delà de la portée d'attaque américaine, frapperaient la flotte ennemie, atterriraient sur les aérodromes des îles Mariannes pour se ravitailler et se réarmer, puis retourneraient à leur porte-avions. C'était un plan élégant qui aurait pu fonctionner en 1942, mais nous étions en 1944. Au lieu de la force affaiblie que le Japon attendait, ils rencontrèrent la Task Force 58 sous les ordres de l'amiral Mark Mitcher. C'était la force navale la plus puissante de l'histoire à cette époque. 15 porte-avions américains, dont 7 des nouveaux navires de classe Essex, lancèrent plus de 900 avions. Les pilotes américains étaient superbement entraînés. Beaucoup avaient une expérience du combat lors de campagnes antérieures. Ils pilotèrent des avions qui surpassaient tout ce que le Japon pouvait mettre en l'air. Les Japonais frappèrent les premiers, comme Ozawa l'avait planifié, mais le radar américain détecta les vagues d'attaque bien avant qu'elles n'atteignent la flotte. Des Hellcat décollèrent pour intercepter, guidés par des contrôleurs de chasse, qui pouvaient suivre à la fois amis et ennemis sur leurs écrans radars. Le résultat fut un massacre. La bataille fut connue sous le nom de Great Marianas Turkey Shoot, le grand tir aux dindes des Mariannes. Les chasseurs américains, guidés par radar vers les formations japonaises, les déchirèrent. Les pilotes japonais, dont beaucoup étaient des récents diplômés avec un entraînement de vol minimal, volaient en formation rigide qui en faisait des cibles faciles. Il manquait de carburant pour manœuvrer largement. Il manquait de l'expérience pour répondre aux tactiques américaines. Plus de 350 avions japonais furent abattus le 19 juin à lui seul. Les chasseurs et canons anti-aériens américains détruisirent vague après vague d'attaquants. Seule une poignée d'avions japonais atteignit la flotte américaine et ils n'infligèrent que des dommages mineurs. Les pertes américaines ce jour-là furent d'environ 30 avions. Le lendemain, les avions américains trouvèrent la flotte japonaise et attaquèrent à une portée extrême près du coucher du soleil. Ils coulèrent le porte-avions Hiyo et endommagèrent plusieurs autres navires. Le vol de retour vers les porte-avions américains, dans l'obscurité, fut dangereux. De nombreux pilotes manquèrent de carburant et amérirent en mer. Mais les opérations de sauvetage récupérèrent la plupart des équipages abattus. Plus de 50 avions américains furent perdus par épuisement de carburant, mais seulement 16 pilotes et 33 membres d'équipage moururent. Lorsque la bataille prit fin, le Japon avait perdu 3 porte-avions, dont le Taiho, le plus récent et le plus avancé de la flotte, qui explosa à cause des vapeurs de carburant d'aviation. Plus de 600 avions furent détruits. Plus critique encore, le Japon perdit la plupart de ses aviateurs navals, entraînés restants. Les hommes qui moururent au-dessus de la mer des Philippines ne pourraient jamais être remplacés. Le Japon n'avait plus le temps de former correctement les pilotes et le carburant pour les vols d'entraînement était de plus en plus rare. La force de porte-avions japonaise était effectivement finie en tant qu'unité combattante. Elle sortirait une dernière fois dans le golfe de Leyte
en octobre 1944, mais seulement en tant que forceleur destiné à attirer les porte-avions américains loin des plages d'invasion. Les grands porte-avions qui avaient de frapper Pearl Harbor et conquis la moitié du Pacifique étaient réduits à des coques vides, s'offrant comme appât. Les pilotes américains qui participèrent à la bataille de la mer des Philippines exprimèrent leur étonnement devant la facilité de l'opération. Les pilotes japonais auxquels ils firent face n'avaient rien à voir avec les vétérans aguerris de 1941 et 1942. C'étaient des remplaçants hâtivement formés qui volaient en formation prévisible et tombaient rapidement sous les canons américains. Un pilote américain décrivit cela comme « tirer sur des poissons dans un baril ». Un autre le compara à un exercice d'entraînement. L'époque de la redoutable supériorité aérienne japonaise était révolue. La chute de Saipan en juillet 1944 ramena la guerre au gouvernement japonais. Saipan faisait partie des îles Mariannes et sa capture signifiait que les bombardiers américains B-29 pouvaient désormais atteindre les îles japonaises. Tokyo elle-même serait à portée des attaques aériennes américaines. Les implications stratégiques étaient dévastatrices. Les planificateurs de guerre japonais avaient toujours supposé que les îles de la métropole resteraient hors de portée des bombardiers ennemis. Cette hypothèse était désormais brisée. La population civile, déjà aux prises avec des pénuries, allait faire face à des attaques directes. Le premier ministre Hideki Tojo, qui avait entraîné le Japon dans la guerre, démissionna dans la disgrâce. Son gouvernement tomba, remplacé par des dirigeants qui comprenaient, en privé, que la guerre était perdue, mais ne pouvaient se résoudre à se rendre. Le général Tomoyuki Yamashita, le conquérant de Singapour, plus tard connu comme le Tigre de Malaisie, fut transféré pour commander la défense des Philippines. Il comprit parfaitement ce à quoi il faisait face. Les Américains étaient revenus avec une force écrasante, des centaines de navires, des milliers d'avions et des centaines de milliers de soldats. Yamashita mena une campagne défensive habile, se retirant dans les montagnes de Luçon et évitant la bataille décisive que les commandants américains cherchaient. Mais il ne put arrêter l'avancée américaine. Ses lignes d'approvisionnement étaient coupées, ses munitions diminuaient, ses soldats moururent de faim dans la jungle, tandis que les troupes américaines recevaient des rations régulières, du courrier de chez eux et même de la glace. Après la guerre, Yamashita fut jugé pour crime de guerre à Manille. Les procédures révélèrent la situation impossible à laquelle il avait fait face. Les attaques américaines avaient détruit ses réseaux de communication. Il ne pouvait coordonner ses forces dispersées car il manquait de radios, de véhicules et même de services de messagerie fiables. Les commandants japonais à travers les Philippines avaient été isolés, incapables de recevoir des ordres ou de rendre compte de leur situation. Les forces américaines, en revanche, semblaient posséder des ressources illimitées. Elles pouvaient bombarder les positions japonaises pendant des heures avant d'attaquer. Elles pouvaient appeler des frappes aériennes à volonté. Elles pouvaient amener des chars, de l'artillerie et de l'infanterie fraîche dès que nécessaire. Les soldats japonais qui survécurent aux assauts américains décrivirent des murs de feu qui semblaient impossibles à pénétrer. La dernière année de la guerre apporta des souffrances au Japon sur une échelle que même Yamamoto n'avait pas imaginée. Les bombardiers américains B-29 décollant de Saipan, Tinian et Guam commencèrent des attaques systématiques sur les villes japonaises en novembre 1944. Au début, il s'agissait de raids de précision visant les usines d'avions et les installations industrielles, mais le mauvais temps et les limites du bombardement à haute altitude produisirent des résultats décevants. En mars 1945, la stratégie changea. Le général Curtis LeMay ordonna des raids incendiaires à basse altitude contre les zones urbaines japonaises. Dans la nuit du 9 au 10 mars, plus de 300 B-29 attaquèrent Tokyo avec des bombes incendiaires. La tempête de feu qui en résulta tua environ 100 000 personnes, détruisit 40 km² de la ville et laissa plus d'1 million de personnes sans abri. Ce fut le raid aérien le plus meurtrier de l'histoire humaine, et ce n'était que le début. Au cours des mois suivants, les bombardiers américains brûlèrent ville après ville. Osaka, Nagoya, Kobe, Yokohama et des dizaines de villes plus petites furent réduites en cendres.
La capacité industrielle du Japon, déjà tendue, s'effondra. Les ouvriers d'usines fuirent vers la campagne. Les matières premières ne pouvaient atteindre les chaînes d'assemblage. La production d'avions, de munitions et d'équipements chuta de façon catastrophique. À l'été 1945, les bombardiers américains n'avaient plus de grandes villes à brûler. Ils commencèrent à attaquer de plus petites villes, avertissant les résidents avec des tracts avant les raids. Le système de défense aérienne japonais, autrefois formidable, avait été détruit. Les bombardiers américains volaient avec une quasi-impunité au-dessus des îles de la métropole. La réponse japonaise fut les attaques kamikazes, des frappes suicidaires par des pilotes qui écrasaient délibérément leurs avions sur les navires américains. Ces attaques commencèrent pendant la campagne des Philippines et s'intensifièrent lors des batailles d'Iwo Jima et d'Okinawa. Des milliers de jeunes Japonais se portèrent volontaires pour mourir, pilotant des avions obsolètes en mission suicide à sens unique contre la flotte américaine. Les attaques kamikazes causèrent des pertes américaines significatives. À Okinawa, les avions suicides coulèrent 26 navires américains et en endommagèrent plus de 200, mais elles ne pouvaient changer l'issue de la guerre. Pour chaque pilote kamikaze qui atteignait sa cible, davantage étaient abattus par les chasseurs et les canons anti-aériens américains, et le flux de navires américains semblait sans fin. Les commandants japonais qui survécurent à la guerre décrivirent leur stupéfaction face à la résilience américaine. Des navires qui auraient paralysé toute autre marine étaient réparés et retournaient au combat en quelques semaines. Des pertes qui auraient forcé d'autres nations à négocier étaient absorbées sans hésitation. Les Américains continuaient d'arriver, vague après vague, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à défendre. L'invasion d'Okinawa en avril 1945 démontra tout le poids de la puissance américaine. La force d'assaut comprenait plus de 1300 navires et plus de 180 000 soldats, marins et marines. C'était la plus grande opération amphibie de la guerre du Pacifique. Les défenseurs japonais se battirent avec leur détermination coutumière. Plus de 100 000 soldats japonais moururent en défendant l'île. Mais la puissance de feu américaine était écrasante. Les navires de soutien d'artillerie navale pouvaient délivrer plus de puissance explosive en une seule journée que toute la marine japonaise n'en possédait. Les avions de porte-avions attaquaient à volonté, ayant détruit les vestiges de la puissance aérienne japonaise. La bataille d'Okinawa dura près de 3 mois et coûta plus de 12 000 vies américaines, avec un total de pertes approchant 50 000 si l'on inclut les blessés. Les morts militaires japonaises dépassèrent 100 000. Les pertes civiles sur l'île purent atteindre 100 000 de plus, dont beaucoup se suicidèrent plutôt que de se rendre. À l'été 1945, le Japon était totalement vaincu, mais ne s'était pas rendu. Les planificateurs militaires américains préparèrent l'opération Downfall, l'invasion des îles japonaises. Ils estimèrent à plus d'1 million les pertes américaines et peut-être 10 millions de morts japonais. Les combats rendraient Okinawa mineur en comparaison. Mais une autre démonstration de la puissance industrielle et scientifique américaine arrivait. Depuis 1942, les États-Unis travaillaient sur un projet secret nommé Manhattan. Des milliers de scientifiques, ingénieurs et ouvriers travaillèrent sur des sites à travers le pays. Los Alamos au Nouveau-Mexique, Oak Ridge au Tennessee, Hanford dans l'État de Washington. Ils construisaient l'arme la plus destructrice de l'histoire humaine, et le Japon n'avait aucun programme équivalent. Le projet de la bombe atomique coûta environ 2 milliards de dollars, l'équivalent de plus de 30 milliards aujourd'hui. Il employa plus de 125 000 personnes à son apogée. Il consomma plus d'électricité que certains petits pays. Il représentait un effort industriel et scientifique qu'aucune autre nation sur Terre n'aurait pu mener en temps de guerre. Le 6 août 1945, un seul bombardier B-29, nommé Enola Gay, piloté par le colonel Paul Tibbets, largua une bombe atomique appelée Little Boy sur Hiroshima. L'arme explosa à 8h15 du matin, heure locale, à environ 580 mètres au-dessus de la ville. L'explosion tua environ 80 000 personnes instantanément. Une boule de feu plus chaude que la surface du soleil vaporisa tout dans un rayon de 800 mètres.
L'onde de choc démolit les bâtiments jusqu'à 1,6 km. Des incendies balayèrent les décombres, alimentés par la chaleur immense. En quelques heures, une pluie noire contenant des particules radioactives tomba sur la ville dévastée. D'ici fin 1945, le bilan atteindrait environ 140 000 morts, les victimes succombant à des brûlures, aux radiations, à la maladie et aux blessures. Les dirigeants japonais furent de stupéfaits, mais ne se rendirent pas immédiatement. Certains crurent que c'était un accident étrange, ou peut-être une catastrophe naturelle. D'autres soupçonnèrent une nouvelle arme, mais doutèrent que l'Amérique en ait plus d'une. Le Conseil suprême se réunit, mais ne parvint pas à un accord sur la façon de répondre. 3 jours plus tard, une deuxième bombe atomique détruisit Nagasaki. Fat Man, un dispositif à implosion au plutonium, différent dans sa conception de la bombe d'Hiroshima, explosa au-dessus de Nagasaki à 11h02 du matin le 9 août. Le terrain vallonné de la ville limita les dégâts par rapport à la plaine d'Hiroshima, mais environ 40 000 personnes moururent immédiatement, le bilan final dépassant 70 000. Ces armes représentaient quelque chose de sans précédent dans l'histoire humaine, la capacité de détruire une ville entière avec une seule bombe transportée par un seul avion. Et le fait que l'Amérique les possédait tandis que le Japon ne le pouvait pas, illustrait la disparité ultime entre les deux nations. L'industrie américaine, la science américaine, les ressources américaines avaient produit des armes que le Japon ne pouvait même pas imaginer, encore moins construire. Certains chefs militaires japonais voulurent continuer à se battre, même après Nagasaki. Ils arguèrent que le Japon avait encore des millions de soldats sous les armes. Ils insistèrent sur le fait que les Américains ne pouvaient pas avoir beaucoup de bombes atomiques. Ils exhortèrent à des préparatifs pour une défense suicidaire finale de la patrie. L'empereur Hirohito intervint personnellement pour mettre fin à la guerre. Dans un geste sans précédent, il assista à une conférence impériale vers minuit, le 9 août, et déclara son soutien à l'acceptation des conditions de reddition alliées. Le 14 août, le Conseil accepta. Le 15 août 1945, la voix enregistrée de Hirohito fut diffusée au peuple japonais pour la première fois de l'histoire. L'empereur n'utilisa pas le mot « reddition ». Les officiels japonais ne pouvaient se résoudre à parler aussi directement. Au lieu de cela, Hirohito dit que la situation de guerre s'est développée pas nécessairement à l'avantage du Japon. Il annonça que le Japon avait décidé de régler la situation présente en recourant à une mesure extraordinaire. La signification était claire malgré les euphémismes. Le Japon avait perdu. Le 2 septembre, à bord de l'USS Missouri, la reddition formelle fut signée. Le général MacArthur présida. Les représentants du Japon signèrent des documents acceptant la défaite complète. Autour du Missouri, ces 300 navires et 900 avions affichèrent la puissance qui avait détruit l'Empire japonais. C'était une démonstration visuelle de tout ce que Yamamoto avait prédit et que ses collègues avaient refusé de croire. Dans les années d'après-guerre, les commandants japonais survivants furent interrogés par des officiers américains cherchant à comprendre le conflit du point de vue de l'ennemi. Ces entretiens, menés dans le cadre de l'United States Strategic Bombing Survey et d'autres programmes de renseignement, révélèrent que de nombreux dirigeants japonais savaient depuis le début que leur cause était désespérée. Ils s'étaient battus quand même, certains par loyauté, certains par honneur, et certains parce qu'ils ne pouvaient imaginer une autre voie. Le commandant Mitsuo Fuchida, qui avait mené l'attaque aérienne sur Pearl Harbor, fut parmi ceux interrogés. Fuchida avait crié « Tora, Tora, Tora », le mot de code signifiant « tigre, tigre, tigre », confirmant que la surprise avait été obtenue au-dessus d'Hawaï. Il avait tourné au-dessus de Pearl Harbor, regardant les cuirassés américains brûler, et avait pensé assister au triomphe japonais. Il avait survécu à la guerre, malgré sa participation à la plupart de ses batailles majeures, l'un des rares aviateurs japonais à le faire. Fuchida dit à ses interrogateurs américains que le Japon n'avait jamais eu de chance réaliste de gagner. L'attaque de Pearl Harbor, soutint-il, avait été une erreur stratégique. Elle avait réveillé la fureur américaine sans paralyser la puissance américaine. Les porte-avions qui s'étaient échappés auraient été des cibles bien plus précieuses que les vieux cuirassés coulés. Des historiens ultérieurs ont remis en question certains détails des récits de Fuchida, car ses souvenirs différaient parfois de ceux d'autres témoins oculaires.
Mais l'évaluation globale selon laquelle le Japon avait fondamentalement sous-estimé la détermination et la capacité industrielle américaine était partagée par de nombreux officiers japonais ayant survécu à la guerre. Interrogé sur la puissance de feu américaine, Fuchida décrivit le choc que ressentaient les pilotes japonais à mesure que la guerre progressait. En 1941, les avions et pilotes japonais étaient supérieurs à tout ce que les Américains pouvaient mettre en l'air. L'entraînement japonais était rigoureux, produisant des aviateurs superbes. Les avions japonais étaient conçus pour les exigences spécifiques de la guerre du Pacifique. Le chasseur Zero était le meilleur avion de porte-avions au monde. Mais en 1943, l'équation avait changé. Les avions américains étaient mieux conçus, plus lourdement armés et plus robustes au combat. En 1944, les pilotes américains étaient bien plus nombreux et de plus en plus expérimentés. Les pilotes japonais, qui avaient dominé les premières batailles, étaient morts, tués au-dessus de Midway, des Salomon et d'une douzaine d'autres champs de bataille. Leurs remplaçants étaient des novices qui ne pouvaient rivaliser avec l'entraînement américain parce que le Japon manquait de carburant et de temps pour les former correctement. Fuchida se souvint de missions dans les dernières années de la guerre où les formations japonaises étaient interceptées par des nuées de chasseurs américains avant même d'atteindre leur cible. Des pilotes qui avaient survécu à des dizaines de missions en 1942 étaient abattus lors de leur première mission en 1944. Les Américains semblaient savoir où les Japonais allaient et ce qu'ils avaient l'intention de faire. Fuchida ne connaissait pas le décryptage américain, mais il comprit que les pilotes japonais avaient perdu la supériorité technologique et tactique qu'ils possédaient autrefois. D'autres officiers japonais parlèrent de leur désespoir face à la production américaine qui submergeait leur défense. Un officier naval décrivit le fait de regarder des navires américains apparaître à l'horizon, sachant que chacun transportait plus de munitions que toute son unité n'en recevait en un mois. Il regarda des destroyers américains dépenser plus d'obus dans un seul bombardement que les navires japonais n'en recevaient en un an de réapprovisionnement. La disparité n'était pas seulement matérielle, elle était psychologique. Les défenseurs japonais savaient qu'ils combattaient un ennemi qui pouvait se permettre de gaspiller des ressources qu'ils ne pouvaient remplacer. Un général d'armée parla d'avoir ordonné des attaques contre des positions américaines qui possédaient plus d'artillerie que le Japon n'en avait dans toute son armée. Il regarda la puissance de feu américaine réduire ses positions défensives en gravats avant même que l'infanterie n'avance. Il ordonna des contre-attaques qui furent anéanties par des tirs de navires appelés depuis des navires au large. Il comprit que le courage et la détermination ne signifiaient rien face à des ennemis qui pouvaient simplement vous enterrer sous de l'acier et des explosifs. La vérité fondamentale qui émergea de ces interrogatoires était simple et brutale. Le Japon avait attaqué une nation ayant 10 fois sa capacité industrielle, 3 fois sa population et des ressources naturelles bien plus grandes. Les planificateurs japonais avaient espéré une guerre courte se terminant par une paix négociée. Ils supposaient que les Américains, qui avaient montré de la réticence à entrer dans la guerre européenne, seraient peu disposés à payer le prix de la reconquête de lointaines îles du Pacifique. Ils croyaient qu'après quelques défaites initiales, l'Amérique négocierait plutôt que de mener une longue et coûteuse campagne à travers le Pacifique. Ils eurent une longue guerre se terminant par une destruction totale. Yamamoto ne vit jamais la défaite finale. Le 18 avril 1943, les décrypteurs américains interceptèrent son itinéraire de voyage. Un vol de chasseurs P-38 Lightning fut envoyé pour intercepter son avion au-dessus de Bougainville dans les îles Salomon. La mission réussit. L'avion de Yamamoto fut abattu et l'amiral qui avait planifié Pearl Harbor fut tué. Sa mort arriva moins d'1 an et demi après l'attaque qui était censée gagner la guerre. Dans ce bref laps de temps, toutes ses prédictions s'étaient les confirmées. Les 6 mois de victoire furent suivis d'une défaite implacable. La puissance industrielle américaine écrasa l'expansion japonaise. Le géant endormi s'était réveillé. La tragédie de la guerre du Pacifique n'était pas que le Japon sous-estima l'Amérique. La tragédie était que le stratège naval le plus respecté du Japon avait dit exactement à son gouvernement ce qui arriverait, et qu'ils attaquèrent quand même. Yamamoto avait averti à propos des usines de Détroit et des champs pétrolifères du Texas.
Ses collègues écartèrent ces inquiétudes comme une prudence excessive. Yamamoto prédit 6 mois de victoire suivis de la défaite. Ses collègues supposèrent que la décadence américaine empêcherait une résistance soutenue. Yamamoto dit que le Japon devrait marcher sur Washington pour gagner. Ses collègues crurent que capturer quelques îles forcerait à la négociation. Ils eurent tort sur tout. Et des millions de gens, japonais, américains et autres, à travers l'Asie et le Pacifique, payèrent le prix de leur aveuglement volontaire. Dans ces dernières années, Yamamoto devint de plus en plus fataliste à propos de la guerre qu'on lui avait ordonné de mener. Il dit à ses subordonnés qu'il vivait à crédit. Il s'attendait à mourir avant la fin du conflit. Il savait que tout ce qu'il avait prédit se réalisait et que rien ne pouvait l'arrêter. Il y a une leçon dans l'histoire de Yamamoto qui s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. L'expertise et la prédiction précise ne signifient rien si les dirigeants refusent d'écouter. Yamamoto possédait une meilleure connaissance des capacités américaines que tout autre officier supérieur japonais. Il fournit des avertissements précis et exacts sur ce qui se passerait si le Japon attaquait les États-Unis. Et ces avertissements furent ignorés parce qu'ils étaient politiquement gênants. Les militaristes qui poussèrent le Japon à la guerre crurent ce qu'ils voulèrent croire. Ils se convainquirent que le luxe américain avait rendu les Américains mous. Ils s'assurèrent que l'esprit guerrier du Japon surmonterait les désavantages matériels. Ils firent confiance à la destinée divine et écartèrent les facteurs matériels comme secondaires. Les débris de leur empire, répandus à travers le Pacifique, de Pearl Harbor à la baie de Tokyo, prouvèrent qu'ils avaient tort. Alors que ces officiels japonais se tenaient sur le Missouri ce matin de septembre, ils purent voir la vérité les entourant, faite d'acier et de feu. Plus de 300 navires, près de 900 avions, la puissance industrielle que Yamamoto avait vue à Détroit et au Texas, transformée en puissance militaire qui avait écrasé tout ce que le Japon lui avait opposé. L'amiral Yamamoto leur avait donné la réponse des années avant que quiconque ne pose la question. Il s'était tenu dans des usines américaines et avait vu l'avenir. Il avait averti sa nation et avait été ignoré. Et à la fin, sa prédiction s'avéra parfaite. Le Japon s'était déchaîné pendant 6 mois, et puis le géant réveillé avait répondu avec une puissance de feu au-delà de tout ce que le monde avait jamais vu.